Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. On va commencer par Virginie de Araujo. Virginie de Araujo, mais vous allez me dire, mais c'est qui? Alors Virginie de Araujo, c'est une avocate qui depuis ces derniers temps, c'est souvent, on va dire, consacrée à défendre, on va dire, selon l'expression, la veuve et l'orphelin. En l'occurrence, intervenant à la fois pour les Gilets jaunes, mais aussi, plus récemment, pour défendre les intérêts de certaines personnes qui considèrent que leurs mots sont la conséquence aujourd'hui des vaccins, de la campagne de restriction, etc. Et on a appris la semaine dernière qu'elle a été interpellée et qu'elle est en garde à vue. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, les personnes qui sont liées à cette avocate, tout de suite, sont montées un petit peu au créneau en disant ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle a été interpellée? Qu'est-ce qu'elle a commis comme impair? Qu'est-ce qu'elle a pu dire qui a déplu pour se faire interpeller et être mise en garde à vue? On n'a pas encore précision aujourd'hui sur quels critères, sauf que Virginie de Araujo, elle a ce malheur peut-être d'avoir un lien avec ce monsieur qui est Rémi Daillet. Alors, qui est Rémi Daillet? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je crois me souvenir que lui aussi est avocat, mais il a défrayé la chronique il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, pour 2 raisons. La première, parce qu'il a été de ceux qui, sur Internet, ont fait des vidéos pour inciter le peuple à la révolution, inciter le peuple à l'insurrection. Et il a été un des artisans, si ce n'est l'artisan, d'une opération qui a consisté à vouloir récupérer une gamine pour la donner ou la rendre à sa mère, puisqu'une décision de justice avait décidé que la gamine était confiée à son père, mais la mère a estimé que la justice a été injuste dans le traitement de cette affaire, et donc elle a fait appel à des personnes qui l'ont aidé à récupérer sa gamine. Sauf que la gamine, je crois, a été retrouvée en Suisse, ou en Savoie, je ne sais plus exactement où, et il se trouve que Daillet aurait été lié à cette affaire, et donc il a été interpellé, et aujourd'hui il est en prison pour, justement, pour kidnapping. Alors pourquoi je vous parle de cette affaire? Bah, tout simplement parce que ça rejoint un petit peu à ce que je vous disais dans ma précédente vidéo et ce dont je vous avais parlé dans une vidéo concernant la révolution. C'est-à-dire que ces gens se sont exposés médiatiquement, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé les médias, qu'ils ont utilisé les réseaux sociaux pour faire passer des messages. Or, il se trouve que ces personnes, même si elles n'ont pas directement, ou tout du moins pour ce qui concerne cette avocate, annoncé clairement l'intention de, il semblerait que ces personnes soient liées à un mouvement ou à un groupe. Alors évidemment les médias nous disent d'extrême droite, sauf que le problème c'est que tous les articles sur des médias mainstream dont on parle de cette avocate, on suggère, on fait des raccourcis mais on ne va pas dans le détail, et évidemment on accuse cette avocate d'avoir des liens avec des mouvements d'extrême droite. Donc, voilà un petit peu comment est présentée la chose par un journal, on va dire un journal mainstream, qui est Marianne. Donc, affaire Rémi Daillet, Virginie de Araujo, l'avocate des covido-sceptiques interpellée. Alors déjà, vous voyez le titre, il affiche déjà la couleur, l'avocat des covido-sceptiques. Une avocate et 6 autres personnes ont été interpellées le mercredi 23 mars dans l'enquête qui vise le complotisme d'extrême droite. Rémi Daillet et ses complices, soupçonnés d'avoir préparé des actions violentes contre les institutions de la République. 14 personnes appartenant à l'ultra-droite sont déjà mises en examen dans ce dossier protéiforme selon la justice. Une affaire tentaculaire qui s'épaissit un peu plus. 5 personnes et 2 femmes ont été interpellées en France dans un dossier terroriste lié à la figure des milieux complotistes Rémi Daillet, mis en cause et incarcéré dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia, selon l'AFP.
Rémi Daillé a été mis en examen le 22 octobre dernier pour association de malfaiteurs terroristes criminels et de nouveau écroué dans ce dossier. Il est soupçonné d'être le leader d'un groupe au sein duquel figurent notamment des militaires projetant des actions violentes. Les 7 nouveaux mis en cause sont âgés de 36 à 62 ans et ont été interpellés mardi 22 mars. Ils ont été placés en garde à vue et la Direction générale de la sécurité intérieure. Parmi eux se trouve l'avocate proche des milieux complotistes, Virginie Desarrojo-Rechia, a confirmé Marianne au cabinet sans faire de commentaires. Si on ignore encore exactement ce que la justice reproche à Virginie Desarrojo-Rechia, et si elle est liée ou non au projet d'action terroriste que Rémi Daillé et son groupe sont soupçonnés d'avoir préparé, l'avocate est déjà connue comme une figure des milieux covido-sceptiques. Donc vous voyez, la Marianne dit « il se pourrait que », est susceptible que, mais voilà, c'est tellement bien tourné que il n'y a pas de doute sur le fait que elle est certainement déjà coupable avant d'être innocente. Considérée comme innocente. Tribunal populaire, au début de l'année 2022, Virginie Desarrojo s'est illustrée en déposant plainte contre des parlementaires ayant voté en faveur de la loi du 5 août 2021 sur la gestion de la crise sanitaire pour le compte de plusieurs associations. Parmi ces dernières, bonsens.org, l'organisation des complotistes et ufologues Silvano Trotta et du collectif des maires résistants. Pour expliquer sa démarche, Virginie Desarrojo-Rechia avait tracé dans une interview donnée au site complotiste François, donc François, maintenant vous le savez, c'est un site complotiste. Un parallèle avec l'affaire Maurice Papon, préfet de police française, impliqué dans plusieurs répressions policières et meurtres. L'avocate faisait également partie du collectif Comité Corona, une initiative lancée par l'avocat allemand Rainer Fulmich, visant à traduire les personnes qui tirent les ficelles, comprendre Bill Gates, Anthony Fauci, le Dr Drosten, la gestion d'actifs BlackRock et le laboratoire Pfizer, devant un tribunal populaire. Selon Rainer Fulmich, la pandémie n'existe pas, elle est une machination visant à inoculer une substance expérimentale nocive. Dans un message vidéo publié sur Internet, Virginie Desarrojo-Rechia avait aussi appelé les officiers généraux, colonels, officiers, à s'insurger contre les mesures sanitaires, étant donné l'urgence de la situation, disant s'inquiéter de la dégradation de notre pays de droit et qui s'est aggravée, et des droits fondamentaux mis à mal au nom d'un état d'urgence sanitaire qui n'en est pas un. Voilà comment Marianne fait l'information. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en réalité, ça rejoint ce que je vous disais sur le fait que des résistants, médias, États, complices, traîtres, ne diront jamais que ce sont des résistants. Ils vous convaincront que ce sont des terroristes. C'est-à-dire qu'en réalité, la façon dont Marianne nous présente un petit peu le sujet, et c'est à peu près la même chose que l'on lit sur d'autres supports médias, nous fait passer donc cette avocate pour une folle. Disons-le, carrément. Sauf que comme je vous l'avais expliqué, si un jour vous avez des groupes, vous avez des personnes qui s'organisent pour faire un mouvement de résistance, alors résistance soit politique, idéologique, ou voire une résistance en action, et donc forcément, une action, ça veut dire armée. Si jamais ces personnes sont arrêtés ou interpellés, mis en examen, on vous les présentera évidemment comme des terroristes. Puisque l'autorité, la justice, la police sont des appareils d'État. Et si cet État est corrompu, si cet État joue contre le peuple, ben, il se servira des outils dont il a à sa disposition pour lutter contre ceux qui veulent peut-être essayer d'éveiller ou de réveiller le peuple sur la situation. Et en l'occurrence, en ce qui concerne ces personnes, elles ont peut-être été dans ce schéma d'essayer d'éveiller des consciences, d'essayer d'éveiller des personnes
Alors après, évidemment, il y a certains liens sur lesquels il peut y avoir débat, il peut y avoir discussion. Mais le fait est, c'est que ce que je viens de vous lire, ça a quand même réveillé quelques petits indices chez vous. Des indices qui ne sont pas des idées complotistes, qui sont une réalité de fait. La réalité de fait que nous avons des compatriotes qui ont subi, qui ont connu, qui ont été victimes de problèmes de santé à cause des décisions, à cause des produits qui ont été utilisés pour lutter, soi-disant, contre le Covid-19. De toute façon, le sujet est toujours d'actualité. Le sujet fait toujours débat. Et ce débat repose essentiellement sur le fait que un État, une autorité, si elle décide de prendre le pli sur un point de vue, de prendre le pli sur une décision, sur un point de vue sur un décorum, eh bien elle n'en démordra pas. Et tous ceux qui s'opposeront à ce décorum, tous ceux qui s'opposeront à la doctrine de l'État, seront considérés comme terroristes. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils ont voulu défendre un point de vue, ils ont voulu défendre des intérêts de personnes qui sont contre le gouvernement, qui sont contre la politique du gouvernement, et peut-être que finalement, ils étaient plus ou moins liés, en effet, à une structure qui aurait pu devenir un noyau de développement d'une résistance contre l'État, contre les institutions, contre l'élite. Mais ça, on ne le saura jamais, finalement. Ou peut-être qu'on le saura dans des années, une fois que cette République sera descendue, déposée, et qu'on reconstruira une République, et que là, on aura accès à des documents, qu'on aura accès à des dossiers, qui finalement nous feront prendre conscience que ces gens ne sont pas juste aujourd'hui entre les mains de la justice parce qu'ils ont eu l'idée ou la malencontreuse idée à un moment de s'opposer par certains outils, par certaines pensées, par certaines idées, voire peut-être en effet préparer des actions contre l'autorité, et que finalement on se dit ouais mais d'un certain point de vue ces gens-là en réalité sont des résistants. Donc vous voyez, c'est toujours le problème de la perception, de la traduction des choses. Alors après, je ne connais pas le dossier, je ne connais pas ces personnes, peut-être qu'en effet qu'il y a certains détails qui à un moment donné nous amèneraient à nous dire oh, ouais, ok, bon, ils ont raison sur certaines choses, mais alors il y a certains autres points, c'est un peu tendancieux, c'est voilà. Mais comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que si ces gens utilisent les réseaux sociaux pour faire passer des messages, déjà, ils ont tout faux. Si vous voulez organiser une révolution, si vous voulez organiser un coup d'État, si vous voulez organiser une résistance, un des maîtres mots, c'est jamais, ô combien jamais, utiliser les outils de communication modernes. N'utilisez jamais YouTube, Facebook, Twitter, TikTok pour faire passer des messages. N'utilisez jamais le téléphone portable parce que, je veux dire, pourquoi est-ce que les terroristes, les vrais terroristes, utilisent parfois des téléphones jetables avec des cartes SIM qu'ils utilisent une seule fois et après une fois qu'ils l'ont utilisé, hop, ils les détruisent, c'est justement pour éviter d'être repérés. Quitte, éviter aussi en utilisant des codes, en utilisant des procédés, des langages, et ne jamais dire, bon bah écoutez, voilà, on se donne rendez-vous pour la réunion, pour discuter de l'organisation de la prise de l'Élysée, par exemple. Bon, déjà rien que si vous utilisez cette terminologie coup d'État, prise, Élysée, bah là tout de suite votre conversation va déclencher un système qui à un moment donné va alerter les services de renseignement, comme quoi il semblerait que vous ayez tenu un propos, donc tout de suite vous êtes identifié. Et une fois que vous êtes identifié, vous allez être mis sous surveillance. Sous surveillance numérique. Évidemment, on ne veut pas vous mettre quelqu'un pour vous espionner. On va simplement faire en sorte que tous vos outils numériques que vous utilisez soient mis sous surveillance.
Alors surveillance, ça veut dire quoi? Ça veut dire des algorithmes qui vont traiter tous vos messages, que ce soit des messages écrits ou des messages vocaux, si jamais vous utilisez un certain nombre de mots. Si vous utilisez le mot coup d'État, descendre, président, Macron, Élysée, État, Assemblée nationale, mairie, mairie de Paris, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, préfecture de police. Parce que si dans un message vous utilisez au moins 80% de ces mots, ça veut dire qu'apparemment vous avez un projet, ou vous faites partie d'un projet, ou vous êtes complice d'un projet qui rentre sous le coup de la loi. Voilà, tout simplement. Donc, alors évidemment, là je vous donne cette information-là sur cette personne, c'est pour vous donner cet exemple. Cet exemple que ces personnes ont peut-être des très bonnes intentions de vouloir défendre les intérêts de certains de nos compatriotes face à l'hégémonie, à la doctrine, à la dictature sanitaire. Mais derrière, s'ils étaient en effet aussi en train de préparer un coup d'État ou des opérations de résistance contre l'autorité, eh bien, force est de constater que malheureusement, ils ont commis certainement des erreurs, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé des outils qui, tout simplement, il suffisait d'ouvrir un livre et de lire les intentions au niveau des services du renseignement. Donc c'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous des gens qui font des appels sur Internet à des coups d'État, à de la résistance armée ou quoi que ce soit. Parce que de toute façon, si un jour il arrive un coup d'État, si demain il y a de la résistance en France, dites-vous bien que peut-être il y aura des noms que vous connaissez. Mais vous serez surpris de les voir, ces noms-là. Parce qu'évidemment, ces gens-là n'auront jamais, ou d'ailleurs, auront certainement donné l'illusion d'être de l'autre côté, alors qu'en réalité, c'était pour eux une façon d'avoir une couverture pour pouvoir se préparer, pour pouvoir organiser, pour pouvoir être un acteur essentiel d'un mouvement de résistance, d'un coup d'État ou d'une révolution. Hein, la meilleure couverture qu'on puisse avoir, c'est de convaincre les gens que vous faites partie des traîtres. Comme ça, vous êtes totalement intouchable. Enfin, pas intouchable, mais vous n'êtes pas soupçonnable. Donc, voyez, en dehors de la discrétion. Donc, à méditer sur cette affaire. Autre affaire et non des moindres, McKinsey. Tout d'un coup, on découvre l'hégémonie, la pieuvre, l'influence d'un conseil, d'une société de conseil privée. Et puis pas n'importe laquelle, puisque c'est quand même une société américaine à la base. Donc je rappelle, le président de McKinsey France, c'est ni plus ni moins que le fils, Fabius. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment cette affaire, aujourd'hui, elle prend l'allure d'une affaire d'État. Pourquoi? Tout simplement parce que le Sénat, enfin courageux, quoique je vais y revenir après, met en évidence des ambiguïtés sur le fait que certaines décisions d'État, de l'appareil d'État, du gouvernement, de Macron, ont-elles été prises en réflexion et en comparatif avec d'autres expertises, ou est-ce qu'en réalité, le gouvernement et Emmanuel Macron ont tout simplement mis en application des recommandations ou des conseils de McKinsey? Je rappelle, on s'est rendu compte que le gouvernement français a eu un rapport pour lequel il a été rémunéré, évidemment, le cabinet, est exactement le même que celui que McKinsey a envoyé au gouvernement australien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question qui se pose, au-delà de l'affaire McKinsey, au-delà d'une très claire ambiguïté, à savoir est-ce que McKinsey était juste en conseil ou ce qui, au contraire, le conseil était une couverture pour orienter les décisions du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Ce qu'on appellerait plus vulgairement de l'interventionnisme ou de l'influence. Et justement, le problème
c'est que le Sénat a porté l'affaire devant la justice. Mais a porté l'affaire devant la justice sur l'aspect pécunier, sur l'aspect financier des conseils. Le problème, c'est est-ce que le processus judiciaire va amener à un moment donné à se poser la question, mais quel a été véritablement le lien sur les rapports effectués par McKinsey et les décisions du gouvernement? Est-ce que le gouvernement a pris des décisions objectivement et en totale indépendance? Ou est-ce qu'au contraire, les décisions du gouvernement ont été celles que l'on retrouve exactement dans ce que les rapports de McKinsey préconisaient? Sauf que la justice n'a pas été saisie sur ça, la justice a été saisie sur le fait que McKinsey n'a pas payé d'impôts. Il a fait une fausse déclaration, a fait un parjure devant la commission. Vous voyez déjà la subtilité, c'est-à-dire que vous avez certains médias qui vous disent « Ah bah oui, voilà, regardez, il va y avoir de toute façon, il va y avoir un scandale d'État, etc. » Eh ben non, pour l'instant, il n'y a pas de scandale d'État. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mise en cause du gouvernement. Il y a une mise en cause de McKinsey sur le parjure que McKinsey a fait. Évidemment, là-dessus, on rajoute le fait que des sommes exorbitantes ont été payées par l'État français pour des rapports, alors que ces rapports, si ça se trouve, auraient pu très bien être faits par des organismes d'État, des services, par des experts d'État, des fonctionnaires. Donc, en effet, là, peut-être que la justice, à un moment donné, va se poser la question. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu une cause des profits de McKinsey à être infiltré dans l'État ou dans l'appareil d'État français pour se dire banco? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Le fait est, c'est que cette affaire, elle arrive, et c'est là où je vais en venir, à un moment bien particulier. Elle arrive en pleine campagne présidentielle. Soyons clairs, cette affaire de McKinsey, elle n'est pas unique. Il faut savoir que ça fait depuis des décennies que le gouvernement, que l'appareil d'État est infiltré par ce qu'on appelle le lobbying. Le lobbying, c'est des cabinets privés de conseil, souvent liés à des organismes financiers, souvent liés à des organismes idéologiques, souvent liés à des think tanks, souvent liés à des projets économiques, politiques, sociaux. Souvent liés au désir et aux volontés de l'Union européenne de destruction de l'État-nation, et plus particulièrement de la destruction de la France. Quand je dis que ça fait depuis des décennies que ça existe, les banques, les grandes banques, ont leurs entrées à l'Élysée. Que ce soit directement ou indirectement. Que ce soit directement par des conseillers détachés par les banques ou détachés par les organismes financiers pour être à l'Élysée ou être à l'Assemblée nationale ou au Sénat, en guise de conseil, en guise de conseillers. Parce que nous élisons des gens, comme je vous l'avais dit, ce ne sont pas des sciences infuses. Ce sont des gens qui ont leur expérience, qui ont leurs compétences, mais qui des fois sont nommés à des postes pour lesquels ils n'ont pas forcément toutes les technicités. Donc il leur faut des gens qui les conseillent, des gens qui ont ces technicités pour leur dire voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire, voilà comment ça fonctionne, les rouages, les technicités, les particularités, etc., les politiques, les idéologies, etc., etc. C'est exactement comme le Parlement européen. Sachez que le Parlement européen, il y a 28 sièges, 24 ou 28, je ne sais plus, qui sont exclusivement réservés au lobby. Parce que la justification de la présence de ces conseillers au sein du Parlement européen, c'est que sur les sujets qui sont traités au Parlement européen, qu'il y ait au moins des gens qui sont issus de ces milieux, qui sont issus des milieux concernés, pour pouvoir aviser, pour pouvoir consulter, pour pouvoir conseiller les parlementaires. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment les institutions essayent au mieux de cadrer ces fonctions. Sauf que vous savez aussi bien que moi, c'est que quand vous cadrez une fonction, ça ne veut pas dire que la personne
qui est cadré par ses fonctions, va les respecter. Officiellement, on vous dit, vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, mais en privé, en huis clos, personne ne sait si ces personnes respectent le principe. Tant qu'il n'y a pas d'écrit, tant qu'il n'y a pas de traité, tant qu'il n'y a pas de preuve. Vous savez, c'est un peu comme dans le système boursier. Vous savez, vous avez tous entendu parler le fameux délit d'initié. Qu'est-ce que le délit d'initié? Le délit d'initié, c'est quand vous allez, à un moment donné, faire une action financière en ayant connaissance d'une information dont vous n'êtes pas censé en connaître la teneur, voire même si vous la connaissez, vous en servir à votre profit. C'est par exemple, si vous vendez des actions d'une entreprise, si vous vendez toutes les actions de votre entreprise, alors que cette entreprise, il semble qu'elle soit en bonne santé. Sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a des gens qui vont vous voir vendre vos actions. Donc, on va dire, si lui, il vend toutes ses actions de cette entreprise, alors que l'entreprise semble tout à fait en bonne santé, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc vous risquez d'influencer le marché, et vous pouvez l'influencer à tort ou à raison. À tort parce que c'est une façon pour vous de faire en réalité une opération contre-productive contre la société, alors que la société, en effet, est en très bonne santé financière, ou alors vous vous êtes mis à vendre vos actions au plus haut, en sachant que vous avez eu accès à des données qui démontrent que la société, en réalité, va être mise en liquidation et va faire faillite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'information est officielle, évidemment, les actions, elles se pètent la gueule. Or vous, comme vous avez eu l'information, avant tout le monde, ben vous allez vendre, sauf qu'en vendant, vous vous exposez à être sujet à un délit d'initié. C'est-à-dire que vous avez fait une action financière en ayant connaissance d'une information que vous n'étiez pas censé ni savoir ou utiliser dans le cadre de vos actions financières. Et vous pourrez toujours... Oui, parce que voilà, j'avais décidé, je suis libre de faire ce que je veux. Si j'ai envie de vendre toutes mes actions de cette société, j'ai le droit de les faire. Mais non, parce que forcément, là, vous allez passer devant une commission. Et une commission, vous allez être obligé de répondre sous serment. Et que si jamais sous serment, vous maintenez votre position en disant bah, « j'ai vendu mes actions parce que j'avais envie de les vendre », donc ça n'a rien à voir avec la situation de l'entreprise. Sauf que le problème, c'est que il y a un moment donné, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Croire au hasard ou à la coïncidence que vous liquidez toutes vos actions d'une entreprise quand 24 heures après on apprend que l'entreprise va faire faillite, vous comprendrez que non, ça ne passe pas. Donc, en ce qui concerne McKinsey, c'est pareil. C'est aujourd'hui, on a des éléments qui obligent à se poser les bonnes questions. Sauf que le problème, c'est que la justice, il faut qu'elle engage un processus pour que ces questions soient légitimes. Il est là le problème. C'est pour ça que tous ceux qui disent « mais non, c'est un scandale d'État ». Mais non, ce n'est pas un scandale d'État. Ce n'est pas un scandale d'État tant que l'intégrité de l'État n'est pas mise sur la table des débats, n'est pas mise sur la table de la justice pour dire est-ce que oui ou non. Le cabinet McKinsey a été au-delà de ses prérogatives, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas juste contenté de faire du conseil, mais a fait de l'influence. Il est là le problème. Donc à l'heure actuelle, la justice a été saisie sur un parjure et sur faire de la clarté, de l'intérêt, ou tout du moins peut-être de l'abus qu'a fait l'État, en collusion certainement, pour faire plaisir aux copains, pour permettre au McKinsey de se faire du pognon sur le dos du contribuable. C'est ça qui va être mis en cause. Mais pour l'instant, il n'est pas mis en cause. Le fait est-ce que ce cabinet, ou l'importance de ce cabinet, est justifiée par le fait de sa position dominante, ou de sa position au sein de l'appareil d'État, pour faire de l'influence. Il est là le problème. Et comme je vous le dis, ça arrive au moment de l'élection présidentielle. Et on aurait envie de se dire que finalement,
On le sait, c'est une tradition en France, c'est que des candidats, lorsqu'on arrive à quelques encablures du premier tour, patatras, vous avez des affaires qui leur tombent sur le coin de la cafetière. Sauf que l'affaire McKinsey, pour l'instant, ne peut pas être imputée à Emmanuel Macron. Alors évidemment, ce que je vous dis là, c'est hypocrite. C'est très hypocrite, parce qu'on le sait. Macron, de par ses origines, de par son activité financière, de par ses liens avec Rothschild, de par sa mentalité, est certainement en accord avec ce qui s'est passé avec McKinsey. Mais il faut le prouver. Non seulement il faut le prouver, mais pour le prouver, il faut qu'il y ait une affaire. Il faut qu'il y ait une enquête. Il faut qu'il y ait une commission pour établir si oui ou non Emmanuel Macron a été complice ou victime d'un cabinet privé. Or, comme je viens de vous l'expliquer, on n'en est absolument pas à ce niveau. Et donc Macron, pour l'instant, il continue dans sa voie. Mais la question est posée. Non seulement la question est posée, mais l'un des dangers pour les élites, c'est qu'à un moment donné, les Français comprennent que finalement, peut-être dans l'appareil d'État, il y a des organismes privés qui en réalité ont réussi à infiltrer nos institutions pour faire de l'influence, pour faire de l'orientation, pour finalement décider à la place de gens compétents, fonctionnaires, pour aller à l'inverse de l'intérêt, de la protection et de la souveraineté de l'État. Donc advienne que pourra, on va voir comment l'affaire va tourner, mais au moins, maintenant vous savez que quand je vous dis la République est morte, c'est aussi parce que au sein des institutions, aujourd'hui, il y a des gens qui sont infiltrés, il y a des gens de pouvoir, il y a des gens influents qui réussissent à déterminer ou à définir des politiques qui ne sont plus dans l'intérêt du peuple français, mais dans l'intérêt de la destruction du pays. Petite information liée aux événements de l'Ukraine, surtout plus particulièrement pour comprendre la relation qu'il y a sur, je dirais, à l'échelle internationale, pour comprendre pourquoi Poutine, à un moment donné, a fini par se fâcher. Eh bien, il s'est fâché tout simplement parce que, comme je vous l'avais expliqué, à plusieurs reprises, il a tendu la main pour être un partenaire à l'Occident dans l'instauration de ce nouvel ordre mondial, sauf que il s'est fait jeter. Je dirais même que, limite, on lui a presque craché à la gueule. Et la raison pour laquelle on lui a craché à la gueule, c'est tout simplement que en 91, il y a un document. Donc 91, c'est la chute de l'Empire soviétique. Donc on rétablit ou on établit des nouvelles bases de travail pour l'internationalisation des politiques extérieures de certains pays et voire des groupes, organisations, l'ONU, l'OTAN, etc. Et il y a aux États-Unis un texte qui est la base de tout. C'est le National Security Strategy of the United States, la stratégie de la sécurité nationale des États-Unis. C'est un document par lequel la Maison-Blanche énonce en août 91 sa nouvelle stratégie. Et sa nouvelle stratégie, elle dit ceci. Malgré l'émergence de nouveaux centres de pouvoir, souligne le document signé par le président des États-Unis, reste le seul État avec une force, une portée et une influence en toute dimension. En effet, la chute de l'Empire soviétique fait que désormais les États-Unis dans les années 90 devient la plus grande puissance économique, mais aussi militaire. Politique économique et militaire, donc, réellement mondiale, on le verra très rapidement, puisque 92, Desert Storm. Dans les années 90, tout comme pour la grande partie de ce siècle, aucun substitut n'existe au leadership américain. C'est-à-dire que déjà, dès la fin de la chute de l'Empire soviétique, les États-Unis d'Amérique ont décrété que désormais, c'était le haut de la pyramide. C'est nous les chefs, c'est nous la puissance. Donc force est de constater que quand on voit ce qui s'est passé dans les années 90, dans le début des années 2000, finalement ça conforte bien cette volonté de pouvoir absolu. Qui plus est de pouvoir absolu, voire même de pouvoir soi-disant partagé,
dans des coopérations, etc. Mais il arrive un moment où la coopération, quand elle n'a plus lieu d'être, ou quand son existence est remise en question par la situation, par le contexte, par les événements, et bien très rapidement, les Américains, hop, ils reprennent leur liberté, ils prennent leur distance, et ils vont s'occuper d'autre chose. Je vous rappelle, dans la mesure où la Russie de Poutine, si Poutine disparaît, il est évident que tout va être fait pour mettre en place quelqu'un qui sera comme l'avait été Boris Yeltsin dans les années 90. C'est-à-dire quelqu'un qui apporte l'assurance de la destruction du pays, c'est-à-dire de faire de la Russie un ersatz. En revanche, permettre à tous les groupes multinationaux occidentaux de débouler, de s'acheter ce qu'ils ont besoin d'acheter et de devenir propriétaires d'une mine d'or. Mine d'or, ça veut dire matière première, ressources énergétiques. C'est ce qui était prévu dans les années 90. Sauf qu'évidemment, il y a un monsieur qui est arrivé qui s'appelle Vladimir Poutine et qui a dit hop, 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 stop. Russie souveraine. Ah merde, putain. Qu'est-ce qui va se passer si la Russie demain tombe? Si la Russie tombe, l'Union européenne ne sert plus à rien. Donc si l'Union européenne ne sert plus à rien, ça veut dire que les États-Unis vont devoir trouver une solution pour garder l'hégémonie sur ces pays d'Europe. Et quelle autre hégémonie à garder sur les pays d'Europe, si ce n'est justement faire disparaître l'Union européenne? Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, si la France quitte l'Union européenne, à votre avis, avec quel argent elle va payer ses échanges internationaux? Avec le franc? Avec le yuan? Avec un euro, s'il tant est qu'il existe encore? Avec de la livre sterling? Non. La France commercera avec du dollar. Donc vous imaginez que si demain l'Union européenne disparaît, tous les pays européens, donc si l'Union européenne disparaît, ça veut dire que l'euro disparaît, tous les pays européens vont devoir faire de la convertibilité de leurs réserves en dollars. Donc ça veut dire que le dollar, tout d'un coup, il reprend de la valeur. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, il va se passer que l'objectif suivant, c'est de dire, maintenant que nous avons réussi à avoir notre hégémonie sur l'Europe, maintenant que nous avons réussi à faire disparaître la Russie de Poutine, il reste la Chine. La Chine, elle aussi, nous allons faire en sorte de lui couper les vivres. Vous le savez, la Chine a un problème énergétique. Elle est dépendante. Elle est dépendante sur le pétrole. Elle est dépendante sur le gaz. Imaginez demain, vous foutez le bordel au Moyen-Orient. Vous foutez le bordel au Moyen-Orient pour faire tomber les Saoudiens, par exemple. Pour faire tomber l'Irak. Pour faire tomber l'Iran. Et qui fournit la Chine en pétrole et en gaz? Si ce n'est les pays du Moyen-Orient. Donc si vous faites tomber les pays du Moyen-Orient, vous pouvez leur couper les vivres. Et soyez assurés qu'il y en a qui seront très contents, c'est évidemment Israël. Je rappelle, vous avez actuellement 3 entités qui ont des vues sur cette région, pour construire, pour établir leur zone vitale, tout comme d'ailleurs Adolf Hitler voulait le faire avec l'Europe. L'Anschluss. Les Israéliens veulent, tout du moins les Israéliens sionistes, veulent la construction du Grand Israël. Sauf que le problème, c'est que la construction du Grand Israël nécessite la disparition des Saoudiens. Des Saoudiens, des Syriens et des Libanais. Au-delà, l'Irak peut être aussi inclus dans le Grand Israël. Vous avez les Saoudiens qui, eux aussi, au nom du salafisme, au nom de la religion musulmane sunnite, la construction du Grand Califat. Ce fameux Grand Califat qui, évidemment, doit être sous direction saoudienne. Je rappelle, pour ceux qui, évidemment, n'ont pas forcément l'histoire de cette région en mémoire, que les Saoudiens, c'est la famille Saoud,
et la famille Saoud sont les gardiens des lieux saints de l'islam. Sauf que cette position de gardien des lieux saints de l'islam leur sont contestées par d'autres, par des sunnites, comme évidemment par les chiites. Or actuellement les sunnites, le problème dans la région, c'est les chiites. Chacun veut son hégémonie. On a fait la guerre en Irak pour dégager Saddam Hussein sous le prétexte des armes de destruction massive. On a installé la démocratie. Génial. Sauf que l'élection a mis au pouvoir un pouvoir chiite, renforçant le fameux croissant chiite. Donc vous comprenez que les Israéliens comme les Saoudiens disent oh, les Américains, vous faites quoi là? Vous déconnez. Influence et présence de mouvements chiites au Liban, ce qui fait que le pays, de toute façon, tant qu'on ne résoudra pas ce problème, sera toujours instable. Et puis vous avez l'Iran. Évidemment, l'Iran, république islamique, de mouvements chiites. Donc, pensez-vous bien que quand les Saoudiens veulent construire leur grand califat, ça veut dire qu'il faut qu'ils déboulonnent le régime islamique en Iran, qu'ils déboulonnent les possibilités de régime chiite en Irak, qui déboulonnent les communautarismes libanais, et qui déboulonnent, évidemment, Israël. On ne peut pas accepter un truc contre nature. Et le troisième acteur de cette région, eh ben, c'est le grand califat ottoman, Erdogan. Eh oui, Erdogan, lui aussi, il veut construire son grand califat. Et donc ça veut dire, forcément, dégager les Saoudiens et dégager les Israéliens. Entre autres, Liban, Irak et Iran. Donc vous voyez, quand vous avez trois entités, alors il y en a d'autres, hein, vous allez me dire qu'il y a d'autres, oui, il y en a d'autres, mais ils sont peut-être pas forcément en position de pouvoir réaliser leurs rêves, de pouvoir construire leur propre califat, leur propre grand machin, etc. Pour l'instant, c'est les trois acteurs essentiels aujourd'hui qui ont l'influence et qui ont la détermination de cet objectif, de ce projet, de cette ambition. Sauf que, qui aujourd'hui a le plus de liens avec la puissance militaire mondiale? C'est Israël. Sauf que, Israël, ils n'ont pas de pétrole. Le pétrole, il est en Arabie Saoudite. Il est au Qatar. Il est aux Émirats Arabes Unis. Donc forcément, les États-Unis doivent garder de bons liens avec ces pays-là. Ils doivent préserver ces pays de toute convoitise. D'ailleurs, c'est ce qui a donné la fameuse guerre tempête du désert lorsque l'Irak a envahi le Koweït. Quand on a viré les Irakiens du Koweït, on s'est juste arrêté à la frontière, on a dit stop. Alors que, évidemment, vous avez beaucoup d'interlocuteurs, d'acteurs, de médias, etc. qui disent mais pourquoi ils s'arrêtent? Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas pour déboulonner Saddam Hussein? Parce que ce n'était pas le but. Ce n'était pas ce qui avait été signé à l'ONU. L'action autorisée par l'ONU pour la coalition, c'était libérer le Koweït, et non pas dégager Saddam Hussein. Donc libérer le Koweït, ça veut dire libérer le Koweït du joug irakien pour pouvoir rétablir toutes les zones d'infrastructure d'intérêt global des États ou des nations occidentales à ne pas voir le pétrole manquer dans cette région. Donc c'est pour ça que je vous dis, la Chine, elle le sait, que si demain la Russie tombe, elle sera toute seule. Et que les Américains feront tout pour la faire chier, pour l'emmerder, voire essayer de tenter de lui couper les vivres énergétiques. Qu'à l'heure actuelle, les besoins en Chine sont bien au-delà de la capacité de la Chine de pouvoir éventuellement se rendre indépendante. La Chine aujourd'hui, elle est dépendante du pétrole et du gaz. Elle a déjà du mal à réussir à développer des infrastructures pour l'électricité, mais pour le gaz et le pétrole. Donc c'est pour ça qu'elle garde un lien particulier avec la Russie. Parce que la Russie
est l'un des fournisseurs aujourd'hui en pétrole et en gaz. Donc, même si vous avez d'autres pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc., mais le problème c'est que c'est des pays, bon, à part le Kazakhstan, mais c'est des pays, voilà, où les relations sont parfois un petit peu compliquées, difficiles, alors que la Russie, aujourd'hui, on le sait, la Russie et la Chine sont étroitement liées dans le jeu géopolitique international. Et ça, les Américains le savent. Sauf que les Américains aujourd'hui, la raison pour laquelle ils ne mettent pas le pied en Ukraine, c'est pas seulement parce qu'il y a le nucléaire qui est en jeu. C'est parce qu'elle sait que si elle met le pied en Ukraine, elle va renforcer la volonté de la Chine de tacler les États-Unis en tout et pour tout. Je vous l'ai dit, si jamais les États-Unis rentrent en Ukraine, la Chine envahit Taïwan. C'est un peu le même principe, si vous voulez, de cette stratégie où on avait, pendant la Seconde Guerre mondiale, supplié Staline de créer un second front à l'Est pour soulager l'Ouest. Pour que, justement, l'Allemagne se retrouve tenaillée par deux fronts. Sauf que là où Staline a attaqué, le problème c'est qu'à un moment donné, Staline, il a commencé à dire, dites, ok, j'attaque l'Allemagne, je pousse, parce que de toute façon, l'Allemagne m'a attaqué, donc je pousse. Sauf que vous, j'attends toujours vous débarquer à l'ouest. Bon. Ils sont quand même arrivés le 6 juin 1944 en débarquant en Normandie. Sauf que ça a été quand même compliqué. Parce que là, encore une fois, l'histoire pour les neuneux, c'est la gloire des Alliés, la victoire des Alliés, etc. De temps en temps, on oublie un petit peu que c'est quand même les Soviétiques qui finalement ont donné le plus gros tribut en mort, et que c'est quand même les Soviétiques qui sont les premiers arrivés à Berlin, et que c'est bien eux qui ont fait tomber le régime nazi, et que nous, on a progressé en Berlin, mais quand on était des Alliés, on a dit, bon allez, on fait amende honorable, on a créé le second front, etc., donc tout le monde a armes égales. Ok, donc tout le monde a gagné. Ouais, génial. Alors qu'en réalité, ce sont les Russes qui ont bien fait tomber le régime nazi. Ça, évidemment, ça ne rentre pas dans les cases de l'histoire occidentale. Il faut que ce soit les Américains qui... donc tout ça pour bien vous faire comprendre que ça ne s'arrêtera jamais. Que de toute façon, il y a une hégémonie absolue de vouloir la globalisation et le fameux nouvel ordre mondial. Donc même si demain Poutine est assassiné, même si Poutine dégage, ça n'en finira jamais. Le prochain, ça sera les pays du Moyen-Orient et la Chine. Et puis une fois qu'ils auront la Chine, s'ils réussissent à faire tomber la Chine, s'ils réussissent à faire tomber que, je sais pas, les Israéliens, finalement, avec le soutien américain, prennent possession de tous ces territoires, etc. Bon, après, ça sera l'Afrique, enfin... Vous voyez, je vous dis, ça n'arrêtera jamais. Ça n'arrêtera jamais. Et dans ces projets, dites-vous bien une chose, c'est qu'ils sont tout à fait capables de prendre la notion sacrificielle. Quand je dis notion sacrificielle, ça veut dire qu'ils sont capables, peut-être, d'en arriver à laisser massacrer des gens en Europe. Parce que les démocraties, le principe démocratique, ne pourra jamais accepter ce plan. Donc il faudra forcément mettre les États-nations sous contrôle autoritaire, sous contrôle totalitaire. Alors attention, soyons clairs, un régime totalitaire n'est pas forcément le visage de ce qu'on connaît dans l'inconscient collectif, du fascisme italien, du Troisième Reich nazi, de l'Allemagne franquiste, etc. Ça peut être très bien des démocraties. Regardez la Biélorussie, regardez le Kazakhstan, regardez l'Ouzbékistan, ce sont des démocraties. Mais évidemment, ce sont des démocraties d'apparat. Parce qu'en réalité, le régime, la structure est détenue par un seul homme. La Russie
La Russie est une démocratie. Sauf que Poutine, sachant qu'il n'y a absolument aucun autre successeur digne de ce nom pour protéger les intérêts de la souveraineté du peuple russe, et bien Poutine, il se démerde pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et que même de toute façon, je vais vous dire, si jamais Poutine est assassiné, il a la relève. Sauf que là, la relève, je peux vous dire que lui, je me souviens plus de son nom, lui, il sera beaucoup plus méchant. Lui, il aura des comportements beaucoup plus dangereux que Poutine. Parce que non seulement il aura la justification de voir son président Poutine être assassiné, ou déposé, ou ça risquerait d'être violent. C'est pour ça que vous voyez cette idée de dire oui, de toute façon, c'est le peuple russe qui doit agir contre Poutine, etc. Le seul problème, c'est que quand on prend la référence, quand on vous fait des reportages, quand on vous montre des images, c'est des Russes urbains, c'est les mêmes Français qu'on a en milieu urbain, c'est-à-dire des gens progressistes, mais qui n'ont absolument aucune idée des conséquences politiques, géopolitiques, sociales, économiques, etc. C'est des gens que vous pouvez embarquer dans des révolutions, puis une fois que la révolution a réussi à dégager Poutine et qu'ils mettent un candidat, mais que ça sera un candidat fantoche, etc., ce sont les premiers à pleurer, à se rendre compte au bout de 3 mois qu'en réalité, la vie qu'ils avaient avant était quand même mieux sous Poutine qu'elle ne l'est maintenant. Parce que maintenant, ça marche pas. Ouais, pas content, pas content. Toi, hop, en tôle. Finalement, on a remplacé un dictateur par un autre. On ne comprend plus. Pourtant, les Occidentaux nous avaient promis que... Ben ouais, mais les Occidentaux, ils sont aussi cons et aussi pourris que celui que vous avez dégagé. Donc vous êtes perdant-perdant. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, tant qu'un peuple n'aura pas repris le pouvoir et la souveraineté de son pays, quels que soient les candidats, quelles que soient les personnalités politiques que vous mettrez en place par des processus démocratiques, seront systématiquement des pourris. Ce sont des gens adoubés par le système. Donc, ils feront le boulot pour lequel ils ont été élus par vos soins. Donc si vous ne comprenez pas ça, ne soyez pas surpris du devenir de la disparition d'un certain nombre de vos libertés, de vos fondamentaux constitutionnels, etc. Comme je dirais à la limite, c'est tant que vous ne comprendrez pas qu'il va falloir vous retirer les doigts du cul, vous récolterez ce que vous sèmerez. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec quelques petites news. Alors, on a retrouvé à Saint-Malo le corps d'une femme dans le barrage près du barrage de la Rance. Et cette femme serait, alors attendez que je retrouve son nom, serait Isabelle Ferreira, une militante qui était soi-disant sur le point de faire des révélations sur le couple présidentiel à des journalistes. Bon, sauf que le problème, c'est que quand vous regardez sur Internet, vous essayez de trouver des trucs sur Isabelle Ferreira. Alors, vous avez actuellement beaucoup de gens qui parlent d'Isabelle Ferreira, oui, machin, etc. Mais le problème, c'est que comment est-ce que des gens peuvent parler d'une personne qui apparemment était très active, militante, etc., et qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose de concret sur Internet. Apparemment, cette personne n'existe pas sur Twitter, n'existe pas sur Facebook, n'existe pas sur YouTube, etc. Mystère et boule de gomme. Le rouble, on parlait des devises tout à l'heure. Vous avez entendu, oui, on va affaiblir économiquement la Russie de Poutine. Sauf que le problème, c'est que là, vous avez entendu que Poutine a décidé que désormais, les acteurs européens qui veulent continuer à bénéficier des produits énergétiques, que ce soit le gaz ou le pétrole en Europe, devront payer en roubles. Évidemment, tout le monde dit « Oh, c'est inadmissible et tout, Poutine fait une rupture de contrat et tout. » Ouais, sauf que il a bien fait de le faire parce que le rouble est en train de remonter. Bon, il y remonte pour l'instant, ça sera peut-être qu'il va redescendre d'ici peu, ne soyons pas naïfs, je cherchais le mot, sur ce point. Et nous avons une 5e vague. Ah, c'est con. Elle arrive trop tôt. Il fallait qu'elle arrive
fin avril, début mai. Là, c'était bon, ça collait bien. Une fois l'élection présidentielle terminée, hop, ça y est, on repart dans les restrictions. Et on remet le pass sanitaire, pass vaccinal, pardon, en place. J'ai une grosse pensée pour vous, les Français, parce que vous n'êtes pas sortis de la merde. C'est assez effrayant. Et enfin, pour terminer, dans les conséquences, alors ce qu'on appelle les conséquences effets domino, c'est-à-dire avec les pénuries, les restrictions, etc. Et tout d'un coup, on se rend compte que, oui, à force de tacler à la Russie, il y a quand même beaucoup de secteurs dans lesquels aujourd'hui la Russie, on en est un petit peu dépendant quand même. Sauf qu'il y a d'autres pays qui en sont plus dépendants. C'est le cas du Sri Lanka. Et le Sri Lanka aujourd'hui est en train de tomber. Le Sri Lanka est en train de voir un grand nombre de manifestations, évidemment réprimées, etc. Donc là, le Sri Lanka est au bord de l'explosion. Ce n'est que la première pierre de l'édifice, de la déstabilisation qui risque d'envahir un certain nombre de pays de par les pénuries. Je rappelle qu'il y a beaucoup de pays africains qui dépendent des céréales russes ou ukrainiennes. Et que là, pareil, chez eux, ça commence à être le merdier. Donc quand je vous dis, faites des réserves, sachez que les restrictions ou des mesures de restriction, comment on appelle ça déjà, de rationnement, voilà, je vais chercher le mot. Des mesures de rationnement vont être mises en place en France. Ici, aux États-Unis, les mesures de rationnement ont déjà été mises en place depuis très longtemps. C'est-à-dire que désormais, quand vous allez dans un supermarché, les caissières ont pour instruction de n'autoriser que sur un certain nombre de produits, que les gens n'en achètent que 2 unités par personne. C'est pour ça que ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit des fois des familles débouler à 10 ou 20, parce que, voilà, par 2 par personne, oui, il y en a 2 par personne, on est 20. Oui. Alors évidemment, c'est des produits, les produits qu'on vit disparus il y a 2 ans quand la pandémie a commencé, c'est évidemment, alors là actuellement c'est le PQ, c'est l'eau, c'est l'huile actuellement, puisqu'apparemment l'huile, enfin c'est pas toutes les huiles, je crois, je sais plus, c'est l'huile de colza ou je ne sais plus laquelle est, sur lequel il va y avoir pénurie, le sucre, et je crois que c'est tout à l'heure actuelle aux États-Unis sur lequel on ne peut pas en acheter 36 000. Bon, ce qui est assez amusant parce qu'en règle générale, pourquoi acheter du PQ, ce qui est tout à fait symbolique d'ailleurs, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi les gens se ruent sur le PQ? Tout simplement parce que c'est tout à fait symbolique de la société de consommation. Au lieu d'acheter de la conserve, ce qui est quand même le plus important, c'est-à-dire bouffer, mais non, il y a des gens qui se ruent sur le PQ. Parce qu'ils ont peur de manquer de PQ, pour se torcher le cul. Petit confort. Voilà. Et l'eau, c'est pareil. Pourquoi les gens achètent des paquets de bouteilles d'eau? L'eau du robinet est de très bonne qualité. Dès que vous avez une bouteille, au lieu de l'acheter, vous la remplissez d'eau et vous stockez votre eau. Non. Pourquoi? Facilité. Confort. Pourquoi je me ferais chier à remplir moi-même mes bouteilles d'eau quand je peux les acheter? Ouais, sauf que au lieu de les acheter 50 centimes, tu vas les acheter 2 €. Parce qu'évidemment, pour l'instant, le gouvernement n'a pas pris décision de bloquer les prix à la consommation. Donc, festival. Pour la petite anecdote, je vais terminer là-dessus. On a eu aussi aux États-Unis un truc qui est assez amusant, c'est justement tous ces gens qui se sont rués sur ces produits-là. Alors, sachez aussi une chose, et ça c'est vrai en France, c'est que vous avez des gens qui vont se ruer sur des produits, qui vont en acheter en grande quantité, mais en réalité, ce n'est pas pour stocker, c'est pour les revendre. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y aura rupture d'approvisionnement, ces gens-là vont les revendre, mais 2 fois, 3 fois le prix. Aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé. C'est que l'année dernière, quand il y a eu le Covid, il y a des gens qui ont acheté des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'eau, en pensant qu'en stockant, une fois qu'il y aurait pénurie, qu'ils revendraient cette eau plus cher. Je vous le raconte en long et en large. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de plusieurs mois quand tout d'un coup la chaîne de réapprovisionnement a refonctionné parfaitement et qu'on trouvait de l'eau
sans problème. Eh bien, ces gens-là sont allés dans les supermarchés pour se faire rembourser tous les stocks d'eau qu'ils avaient achetés. Eh oui, quand la connerie humaine n'a pas de limite, ne soyons pas étonnés qu'un jour, si nous devons subir une extinction, ce sera certainement non pas par une météorite ou par un fléau ou par un virus, ce sera certainement par notre propre connerie. Sur ce, rendez-vous à la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt.